Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Institut Carnot MECD, matériaux et équipements pour la construction durable. On va vous présenter aujourd'hui une étude Exatrac, le rôle des exosquelettes dans l'attractivité des métiers de la construction. Alors, un petit mot tout d'abord sur MECD. MECD, c'est un institut Carnot, l'Institut Carnot de la construction, un regroupement de 4 centres techniques, le FCBA, le CTMNC, le CERIB, le CTICM, et de 2 laboratoires, le LMDC Toulouse et l'Institut Pascal. Et tous ensemble, nous formons un guichet unique pour la construction durable avec nos compétences, nos équipements. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos offres sur le site MECD. Alors, quelques mots sur l'étude Exatrac qui a été menée par le FCBA, le CTMNC, le CERIB et le CTICM et pilotée par Justine et non Manon. Ce Exatrac évoque l'attractivité donc des exosquelettes dans les métiers de la construction. On sait que c'est là où il y a le plus de pénibilité, où il y a le plus d'accidents professionnels, de troubles musculo-squelettiques. Et cette étude a permis de voir comment étaient perçus ces nouveaux outils sur les chantiers, les laboratoires de construction. Avant de commencer, deux petites infos techniques, on va dire. Vous pouvez poser vos questions sur le chat qui se trouve à droite de l'écran. Ce webinaire sera présenté en replay et nous vous enverrons les supports de présentation, bien sûr. Donc, je vais laisser Justine Rouget, responsable innovation FCBA, et Manon Provost, qui est ergonome, consultante en ergonomie également au FCBA, vous présenter cette étude. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, moi, je suis Justine Rouget, responsable de l'équipe innovation au pôle aménagement des espaces de vie de FCBA. Donc, l'équipe innovation, c'est une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les fabricants initialement plutôt dans l'aménagement des espaces, sur plusieurs aspects de la conception de nouveaux produits. Et on a développé des compétences qui finalement sont transverses aux différents secteurs accompagnés par le FCBA, et notamment la compétence ergonomie. Donc on a 2 ergonomes dans l'équipe qui travaillent sur de nombreux sujets touchant l'aménagement des espaces de vie, mais également la construction et l'amont forestier. Et donc, dans le cadre de nos activités en ergonomie, on travaille depuis plusieurs années sur les exosquelettes. Donc, qu'est-ce qu'un exosquelette? À quoi est-ce que ça peut servir dans différents secteurs? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Quelles sont les conditions, les limites? Et donc, à travers le projet Exatrac, on a voulu mettre ces compétences au profit du secteur de la construction et du Carnot MECD, donc en pilotant un projet pour étudier le rôle des exosquelettes dans l'attractivité des métiers de la construction avec les partenaires CTMNC, CERIB et CTICM. Et donc voilà. Donc je laisse Manon présenter le contenu de l'étude et je l'accompagnerai en fin de webinaire pour répondre à vos questions si besoin. Merci. Merci Justine. Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette étude. Donc le webinaire va se faire en plusieurs temps. Je vais revenir un petit peu sur le contexte, un peu introduire le projet, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à proposer un projet comme celui-là. Vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a mis en place aussi dedans, parce que je pense qu'elle est assez intéressante pour comprendre comment se place ce projet par rapport à d'autres projets sur les exosquelettes. Également faire un petit point sur qu'est-ce qu'un exosquelette et surtout qu'est-ce qui a déjà été fait dans le secteur de la construction. Ensuite, on a fait donc des études de compatibilité de poste avec la solution exosquelette. Donc, je vais vous montrer assez brièvement tout de même, mais quand même vous montrer ce qu'on a pu déjà trouver dans ce projet. Et je vais terminer avec un point sur l'attractivité des exosquelettes
dans un premier temps, dans la perception des entreprises, que ce soit de leur attractivité ou des exosquelettes, mais aussi dans la perception, par exemple, d'apprenants, pour voir un petit peu comment ça se passe aussi de ce côté-là et je conclurai, sur ce projet. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, mais, en mettant tout de même, un peu de contexte, comme, on l'a dit en introduction, effectivement, le secteur de la construction, c'est un secteur qui est quand même fortement touché par, beaucoup de contraintes en fait, finalement, on va dire dit, ergonomiques aujourd'hui, mais, finalement, la première cause de maladie professionnelle dans ce secteur-là, restent les troubles musculo-squelettiques. On a vu que, dans une étude de la DARES, il y avait plus de 81 des contraintes du secteur qui étaient des contraintes posturales et articulaires et donc forcément les exosquelettes, peuvent être une solution à envisager pour réduire ce type d'effort. Face à ce constat et au fait que les exosquelettes prennent de plus en plus d'ampleur, qu'on en parle de plus en plus, que, c'est forcément une innovation, et bien, on avait avec cette étude, plusieurs objectifs. Notre but avant tout était de démontrer l'intérêt d'utiliser des exosquelettes au poste de manutention, dans le secteur de la construction, tant d'un point de vue technique, donc est-ce que finalement les exosquelettes peuvent convenir à, un secteur aussi particulier que celui de la construction, mais aussi d'un point de vue social, notamment par le biais, du pouvoir d'attractivité auprès de différentes catégories de population. Donc ce projet recouvre plusieurs enjeux. Déjà tout ce qui va être hygiène, santé et qualité de vie au travail, également la sécurité des salariés avec la prévention des TMS. Un enjeu aussi de limiter les arrêts de travail liés aux TMS, potentiellement également on peut, étendre aux maladies professionnelles, mais également, et c'est là où on retrouve nos différentes catégories de population, tout ce qui va être en lien avec le maintien des personnes dans l'emploi, que ce soit les personnes seniors ou les personnes pouvant présenter, des fragilités physiques particulières, que ce soit lié justement à des maladies professionnelles ou autres. Également la féminisation des postes qui reste un sujet dans le secteur de la construction et de l'attractivité des emplois pour les jeunes. Pour ce faire, on a fait une méthodologie en plusieurs parties. Donc déjà, on a fait un état des sources de pénibilité du secteur pour vraiment avoir conscience, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Comme vous l'avez entendu, j'ai pas forcément toujours travaillé dans le secteur de la construction, donc forcément, il a fallu un temps, pour en apprendre davantage. On a également fait toute une revue de littérature sur l'usage des exosquelettes dans le secteur de la construction et plus largement sur les exosquelettes. Et donc dans, le rapport de ce projet qui est disponible, vous pouvez trouver un benchmark sur les exosquelettes qui essaie de recenser un maximum d'exosquelettes disponibles sur le marché en France ou à l'international pour se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui existe aujourd'hui quand on parle de ce type de dispositif. Ensuite, on a sélectionné des postes pour l'étude. Alors, comme vous l'avez entendu, on est 400 techniques autour de la table dans ce projet-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi 2 postes par centre technique, donc par secteur de construction, si je puis dire. Heu Qu'on a sélectionné déjà avec, la pensée qu'il fallait qu'il soit représentatif, dans les entreprises. Donc on ne prend pas un poste qui existe dans 3 entreprises en France. On essaye de prendre un poste qui existe à peu près dans toutes les entreprises ou en tout cas majoritairement dans les entreprises de notre secteur, avec des contraintes physiques importantes, une possible compatibilité à des solutions exosquelettes. Il y a des métiers où on sait aujourd'hui que faire une étude de compatibilité sur ces postes-là, c'est pas forcément pertinent parce qu'il y a des contraintes qui font qu'une solution exosquelette n'est pas pertinente. Et aussi le caractère transversal à plusieurs secteurs. Vous allez le voir, je vais présenter juste après justement les postes qui ont été étudiés et il y en a plusieurs qui en fait sont transversales, à travers, tous, nos secteurs de la construction. Ces postes-là, on en a parlé nous entre nous, mais surtout on a fait des visites terrain pour chacun. L'idée c'était de faire, si vous voulez, une analyse ergonomique donc succincte, pas comme je pourrais faire, plus précisément, dans un diagnostic, mais quand même aller, voir, qu'est-ce que c'est que le poste, et essayer de voir, la compatibilité, justement avec une solution exosquelette. Excusez-moi. Hem Donc une fois qu'on a fait ces visites-là, on a fait notre étude de compatibilité. Est-ce qu'une solution exosquelette peut être pertinente, ou pas? Et si oui,
laquelle pourrait être pertinente ou lesquelles pourraient être pertinentes. Et enfin, on s'est intéressé au levier plutôt attractivité. Donc là, on est allé interroger des entreprises et des apprenants sur leur métier, sur leur vision de l'exosquelette, etc. Donc on a réussi à avoir des réponses, on a eu des retours de 29 entreprises et de 47 apprentis. Hem, donc les entreprises en soi, pour préciser, on les a interrogées par rapport au poste étudié, et on a interrogé, les personnes chargées de recrutement. Donc vraiment les résultats ne concernent, et c'est pareil pour les apprenants, que les postes dont, on va parler à travers, ce projet-là, mais ça donne déjà un ordre d'idée de comment ça se passe, au sein de la filière. Donc voici les 8 postes qu'on a étudiés, donc le bardage, le reconditionnement de palettes. Donc par exemple, le reconditionnement de palettes, on peut le retrouver dans plusieurs secteurs. Le poste de monteur chantier en charpente métallique, d'assembleur soudeur en charpente métallique. Donc on a un peu fait un pêle-mêle, des fois on a des assembleurs d'un côté, des soudeurs de l'autre. Là, on a essayé de faire un peu un mélange des 2 pour donner un ordre d'idée par rapport à ce poste-là. Le conditionnement manuel de palettes qui est aussi assez transverse, le ferraillage, le poste des entailles et un poste de technicien chantier. Donc si, là, je vais un peu plus sur la partie, usage des exosquelettes dans la construction et donc plus précis déjà pour commencer, les exosquelettes. Je pense que c'est important dans un webinaire comme celui-ci de quand même représenter qu'est-ce qu'un exosquelette, de quoi on parle quand on parle de ce genre de produit-là. Je vais prendre la définition de l'INRS. Un exosquelette est un système mécanique ou textile qui est revêtu par le salarié et qui va viser à lui apporter une assistante physique dans l'exécution de ses tâches, soit par une compensation de ses efforts, soit par une augmentation de ses capacités motrices. À partir de cette définition, on parle d'un système soit mécanique, soit textile, et ben, on voit qu'il y a 2 types d'exosquelettes, aujourd'hui. On va avoir les exosquelettes dits actifs, qui vont avoir une source d'énergie externe au corps humain, donc que ce soit par, de l'énergie électrique, hydraulique, et cetera. Et on va avoir les exosquelettes passifs, qui vont être des mécanismes qui vont permettre de récupérer, et de restituer l'énergie mécanique par retour d'effort. C'est-à-dire que c'est ce qui va fonctionner avec des élastiques, des ressorts, et cetera. Donc là, il y a pas de question de batterie. Hem On est uniquement avec du textile. Voici d'autres exemples encore d'exosquelettes. Information à garder en tête quand on parle des exosquelettes, ça c'est ce qu'on a pu voir à travers, nos nombreux projets sur le sujet. On a beaucoup d'idées reçues qui circulent, sur cette technologie, donc j'en profite pour en parler de quelques-unes. Les exosquelettes ne sont pas faits pour porter plus lourd. D'ailleurs, ils ne sont pas uniquement dédiés au port de charge. On a plein de types d'exosquelettes différents. Là, par exemple, si je prends le premier, le Lift Suit d'Oxivo, eh ben, on voit un monsieur lever des planches, mais c'est fait pour maintenir une posture ou en tout cas par le fait de devoir avoir une flexion vers l'avant. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va faire du port de charge qui pourra avoir cet exosquelette-là. Pour les membres inférieurs, on voit la chairless chair, excusez-moi, où on comprend très vite à quoi elle sert. Et pour les mains, par exemple, l'Iron Hand qui permet aussi toutes les TMS liées à la main, en fait, d'améliorer par rapport à ça. À savoir aussi que les exosquelettes ont une évolution technique rapide et importante, ce qui veut dire que, pour être honnête, même notre, benchmark qu'on a pour ce projet-là qu'on a fait l'année dernière, bah, finalement, aujourd'hui, ne peut plus être représentatif de l'entièreté des exosquelettes sur le marché. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté comme ça. Mais parce qu'en fait, déjà entre-temps, il y a beaucoup d'exosquelettes qui sont sortis ou qui ont changé ou qu'il y a des revendeurs en France qui sont arrivés. Donc en fait, c'est vraiment une évolution très rapide et un exosquelette qui n'était pas bien il y a peut-être 5 ans, aujourd'hui n'a plus rien à voir et finalement est peut-être, maintenant devenu adapté et intéressant à étudier. Également, les métiers avec de la polyvalence peuvent utiliser un exosquelette et je me dois de préciser également que ce ne sont pas des solutions miracles, ce sont des solutions qui sont revêtues par les salariés. Nous, on va considérer que, ce sont, des solutions de dernier recours. Quand on ne peut pas améliorer l'environnement de travail ou trouver d'autres solutions, et ben, on met quelque chose, sur les personnes pour essayer de les soulager au maximum, mais ça ne veut pas dire que ça retire les efforts. Les personnes continuent de subir les efforts, même si elles sont redirigées et potentiellement mieux subies par le corps. Ça ne veut pas dire que, quelqu'un qui fait du port de charge et qui a un exosquelette ne supporte plus de charge. Ça, c'est quand même important à dire. Si je fais un petit point sur la littérature, on s'est rendu compte en fait qu'on avait une particularité donc dans ce projet-là, j'en ai rapidement parlé juste avant, en fait d'étudier les exosquelettes sous l'axe de l'attractivité, c'est quelque chose, qui n'avait, semble-t-il,
pas été fait ou en tout cas assez peu fait, pardon, et donc du coup, on n'a pas trouvé de littérature sur le sujet. Par contre, sur le sujet des exosquelettes, notamment dans le secteur de la construction, il y a des études fréquentes qui sont faites aux États-Unis, en Chine et en Europe. Notamment, l'étude que l'on voit, au milieu de la slide, et je vais vous épargner mon accent anglais terrifiant, donc je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le lire vous-même. Donc cette étude-là, donc qui est américaine, qui est en fait un consensus scientifique qui va revenir sur, tous les éléments, facilitateurs, les obstacles et les solutions qui vont favoriser ou non l'adoption des exosquelettes. En exemple, j'en ai mis un petit peu plus bas, on va trouver des choses par exemple, c'est possible et c'est un obstacle qu'on mette un exosquelette qui est pas adéquat pour le poste de travail. La solution pour pallier à ce problème-là et éviter de faire des investissements, dans des exosquelettes qui ne sont pas pertinents, c'est de se faire accompagner par des experts en exosquelettes, ou en tout cas des experts en analyse de poste. Ce qu'ils vont faire, qu'ils vont savoir exactement, quelle contrainte doit être soulagée et donc, il faudrait plutôt ce type de dispositif-là et également se faire accompagner dans la démarche de mise en place. Hem, la mise en place d'un exosquelette est très importante. La solution technique peut être très bonne, mais s'il est mal mis en place dans l'entreprise, on le sait, les personnes ont tendance à ne pas l'utiliser. Donc il y a vraiment toute une démarche à suivre, si on veut s'assurer que ce soit bien fait et surtout que ce soit utilisé à terme. Également, par exemple, dans cette étude, ils ont parlé que le maintien dans l'emploi pouvait être un facilitateur. Effectivement, oui, si les personnes, si les exosquelettes aident les personnes, potentiellement, on peut les avoir plus longtemps dans l'emploi. C'est aussi nous, notre postulat de départ, avec cette étude-là, et un obstacle qu'il y a à ça, ça va être la réticence à l'utilisation. Si la personne ne veut pas l'utiliser, on ne pourra pas la maintenir dans l'emploi. Et la solution, c'est de trouver des exosquelettes qui vont être simples à essayer, qui vont être attrayants, qui vont être faciles à utiliser, qui vont être, peut-être intuitifs, qui vont être légers. Bref, essayer d'aller voir qu'est-ce qui collerait le plus à la personne, en l'occurrence. Et donc, bon, là, j'ai pris un peu le temps sur cette étude-là, c'est pour voir qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire cette partie-là. Surtout on a fait en sorte d'adapter, ces résultats-là à la réalité française, parce que forcément, si c'est une étude américaine, en France, on n'a pas du tout les mêmes législations, on n'a pas les mêmes organismes, et cetera. Donc nous, on a fait un peu, le réajustement par rapport à ça. Également, on a inclus dans notre benchmark le retour d'expérience sur les exosquelettes qui ont pu être testés par l'OPPBTP pour justement avoir un regard, vraiment bâtiment et organisme professionnel de prévention. Donc on a intégré au benchmark en plus de nos propres retours. Si ensuite je vais dans justement l'étude de compatibilité des postes, donc là je vais reprendre chacun des postes, un petit peu rapidement expliquer, qu'est-ce que fait ce poste-là, les principales contraintes et si on a pressenti des exosquelettes ou pas. Je vais aller relativement rapidement, je peux pas m'étendre sur chacun des postes, sinon le webinaire serait beaucoup trop long, mais je vais quand même prendre un peu le temps de les présenter. Donc le premier poste, c'était un poste de bardage, qui a pour objectif de poser des revêtements extérieurs, donc poser le bardage. On a pu observer différentes contraintes, notamment le port de charge, que ce soit par les outils ou par justement les lames qui, font le bardage. Également tout ce qui va être travail, bras en hauteur, des postures contraignantes avec le tronc, généralement donc flexion vers l'avant du corps qui, parfois en position en plus maintenue, peuvent amener des contraintes supplémentaires et donc on voit que, parmi toutes ces contraintes il y en a plusieurs qui pourraient être éviter avec d'autres solutions que les exosquelettes, par exemple, là on le voit sur l'image, il y a une nacelle, peut-être qu'avoir une nacelle électrique pour pas avoir les bras en hauteur et ajuster la hauteur quand nécessaire, c'est plus intéressant qu'un exosquelette. Donc voilà, il y a quand même des solutions autres que l'exosquelette qui peuvent être pertinents. Par contre, ça répond pas à toutes les contraintes, qu'on a pu voir. Hem De plus, l'utilisation d'un exosquelette en nacelle n'est pas vraiment recommandée. Donc par exemple, pour ce poste-là, il va peut-être falloir un peu adapter l'organisation de travail pour pouvoir, mettre en place un exosquelette de façon pertinente et en sécurité, finalement. Mais, on aurait des exosquelettes qui seraient intéressants, notamment pour tout ce qui se fait en dehors de la nacelle, notamment avec le front, de
le front, non, le port d'outil avec, l'Exodilty, donc Exo T22 ou le Bisco pour le dos et pour les bras, si, ce n'est pas possible d'avoir de la na une nacelle, par exemple, d'avoir le front de la peau qui va aider pour les bras. Pour le reconditionnement de palettes, donc pour ce poste-là, c'est un poste qui sert à trier et réparer les palettes qui sont, défectueuses ou en tout cas qui ont été utilisées. Pardon. Les principales contraintes, bah, c'est du port de charge parce qu'il faut porter ces palettes et des contraintes posturales parce que, bah, forcément, on va les attraper, proches du sol, on va les poser potentiellement en hauteur. La table également, de réparation n'est pas forcément, adaptée, pour, toutes les réparations qu'il y a à faire. Hem Et donc du coup, une solution exosquelette peut être pertinente. Cependant, il y a des postes de réparation qui sont semi-automatiques et en fait, on se rend compte que les exosquelettes, dans ce cas-là, sont assez peu intéressants, ont assez peu d'intérêt. Mais pour les postes de réparation manuelle, donc comme on voit là le monsieur, donc il n'y a vraiment aucune aide mécanique à côté, on pense que le recours aux exosquelettes, il peut être envisagé, notamment pour tout ce qui est posture buste penché en avant, donc ce que je disais, la flexion vers l'avant que peuvent avoir les opérateurs. Et là, on retrouve le Lift d'Oxivo et le Bisco d'Exofer. Donc là, on a l'image du Bisco qui sont faits justement pour soutenir ces efforts-là. Également, on avait le poste de assembleur-soudeur en charpente métallique. Donc, l'objectif de ce poste-là, c'est d'assurer le bon assemblage des charpentes métalliques, notamment par la soudure. On a vu qu'il y avait, plusieurs contraintes, tout ce qui va être lié au port de charge parce que forcément, bah, faut bien porter, ces pièces métalliques, mais également tout ce qui va être posture contraignante, que ce soit dans l'assemblage ou dans le soudage. On va avoir des flexions du tronc, on va avoir la position accroupie, des bras qui vont être, en suspension avec l'utilisation des torches aspirantes. Nous, on a vu dans notre étude, le cas où ils ont des torches de soudage aspirantes. Je sais que c'est pas le cas forcément partout. Je précise tout de même qu'elles sont donc un petit peu plus lourdes et donc c'est pour ça également heu, qu'on a ajouté cet élément-là dans les parties contraignantes. Hem Et donc, une nouvelle fois, on se rend compte, quand on fait cette étude de poste-là, qu'il y a des aménagements d'espace de travail qui pourraient être envisagés pour soulager certaines contraintes. Je pense notamment à tout ce qui va être semi-portique, potence, et cetera, qui généralement sont déjà utilisés dans le secteur, hein, bien sûr. Mais aussi, qu'on pourrait penser pour, soulager justement la gaine des torches. Heu, mais ça va pas, on est bien conscient que ça va pas soulager, l'ensemble des contraintes qu'on a pu observer et donc on se dit qu'il y a effectivement des solutions qui pourraient être intéressants, notamment le front d'apo. Donc là, c'est une autre image que celle de tout à l'heure, mais toujours cette idée d'aller assister en fait au niveau des bras et soutenir, ces efforts-là. Également, on avait le poste de monteur chantier en charpente métallique, donc l'étape juste après finalement, l'assemblage soudage, où là l'objectif c'est d'installer sur chantier les charpentes qui ont été préassemblées, auparavant. Donc il y a et de l'assemblage et du montage. Plusieurs contraintes ont été observées, encore une fois le port de charge, que ce soit à travers les barres métalliques, la quincaillerie et cetera, mais aussi des postures contraignantes. Donc on retrouve la flexion du tronc, des flexions latérales, des torsions, les bras en hauteur, la position accroupie. On a vraiment beaucoup de postures qu'on va considérer comme contraignantes. On le voit même déjà rien que là sur la photo qui est mise à côté, et donc et en plus la particularité d'être sur chantier, donc comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de postes qui sont sur chantier. Mais en l'occurrence, là, c'est le cas et du coup, bah, forcément, il y a aussi toutes les contraintes de chantier parce que, bah, là, en plus, sur du montage de charpente, il faut vraiment avoir une solution qui est pas encombrante, qui soit étanche. Il faut qu'il soit résistant à la poussière, à la saleté, à tous ces aléas du fait de travail extérieur. Hem Et pour nous, par exemple, pour ce poste-là, on ne voit pas d'exosquelette qui, correspondrait à la totalité de l'activité. C'est-à-dire un exosquelette qu'on est sûr qu'un monteur pourrait mettre, le matin en commençant et le soir en débauchant. Ce qui fait donc qu'on va retrouver à peu près la même chose qu'on avait pour le bardage, c'est-à-dire d'essayer d'un peu, diviser quand est-ce qu'un exosquelette pourrait être pertinent, notamment qu'il y a du travail en nacelle, hein, d'ailleurs où j'ai dit que attention avec les exosquelettes sur le travail en nacelle. Hem, mais notamment tout ce qui va être montage au sol et tri des pièces, bah, là on pourrait avoir des exosquelettes qui sont pertinents, comme du coup le Lifsuit et le Bisco. J'essaie de ramener les mêmes comme ça on n'est pas perdu. Hem
Voilà, et tout ce qui va être, réalisé en nacelle, on pourrait éventuellement penser au festool si toutefois on se permettait d'avoir un exosquelette, sur nacelle, mais on n'est pas sûr que cela fonctionne. Ça nous paraît quand même assez ambitieux, donc pour le moment, on est plutôt parti sur, heu, ce côté-là. D'ailleurs, par rapport aux nacelles, je précise, hein, c'est vraiment des questions de sécurité aujourd'hui, qui font qu'on préfère, ne pas en mettre en place, sur nacelle. Voilà. Ensuite, on avait le poste de ferrailleur, donc c'est un poste qui sert à la fabrication d'éléments en béton, donc là, par exemple, de poutrelles. Les principales contraintes, ça va être surtout, de la posture contraignante avec une flexion du tronc qui va être maintenue. C'est là où vraiment on va retrouver la position la plus maintenue, de tous les postes qu'on a étudiés. Heu et donc, pour nous, il y aurait certains exosquelettes qui pourraient être intéressants à tester, notamment pour tout ce qui va être ligature et découpe. Pas forcément en dehors parce qu'il y a moins de postures contraignantes, mais là, on le voit, là, là, c'est une photo de ligature et là, c'est une photo de découpe, donc on voit bien la position dans laquelle ils sont. Et donc, l'idée, ce serait d'arriver à fournir un soutien dorsal pour limiter les efforts de plus de quand on est baissé à plus de 45° et aussi qui permet de maintenir ces positions-là, donc très, très basses. Et là, encore une fois, éventuellement, pourquoi pas le Leafit, d'Oxivo, le Bisco d'Exofer et également le bac de Apo qui, agit également sur les mêmes, contraintes que les 2 autres. Ensuite, on avait le poste de conditionnement de palettes. Donc le but, c'est de conditionner à la main des palettes. Donc en l'occurrence, là, quand on avait, fait, cette étude de poste, c'était sur des dalles en béton. Donc mais comme je l'ai dit, ça, c'est un poste qu'on va retrouver dans plein d'industries, et où on va retrouver donc les mêmes contraintes. Généralement, c'est la répétitivité, c'est le port de charge, qui vont être dans les contraintes principales. Et pour nous, par exemple, sur ce poste-là précisément, une solution exosquelette, ça semble pas être des plus pertinents. Comme je l'ai dit, c'est des solutions qu'on va mettre en place que lorsque les contraintes, vraiment, ils génèrent des efforts musculaires ou des postures qui peuvent pas être évitées avec l'amélioration des environnements de travail. Donc pour nous, quand on voit ces contraintes-là, elles peuvent être évitées en mettant en place d'autres équipements. Ça peut être des tables tournantes, ça peut être des tables à niveau constant, on peut avoir penser à des ventouses, par exemple. Hem, mais si c'est pas possible de les mettre en place, parce qu'on est conscient de ce que veut dire de mettre en place ce type de solution, on pense qu'il pourrait y avoir des exosquelettes qui, notamment aident pour tout ce qui est tâches de manutention, comme par exemple le Creix de German Bionic, qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la présentation, qui normalement sont faits justement pour, ce type, d'activité-là. Ensuite, on avait donc le poste des entailles. Qui a pour objectif donc de découper des pierres. Donc là, en l'occurrence, c'était un poste vraiment sur mesure, donc ça ne peut pas être, réalisé par des machines, ça doit être fait par l'humain parce qu'on est sur du sur mesure. Et en fait, la principale contrainte qu'on a pu observer dans cette entreprise, c'était le port de charge, lié notamment, aux outils qu'ils vont utiliser, comme là, on peut voir là. Et donc là, on se retrouve avec une autre problématique qu'on n'avait pas eue jusque-là, qui était vraiment le port d'outils. C'est quelque chose qu'on a déjà traité à travers un projet. Hem Et donc, l'automatisation, on sait que c'est pas forcément possible et que, le port, reste là et que c'est important et donc, on s'est demandé s'il pourrait pas être intéressant de tester, du coup l'Exo, T22, donc de Hilti, qui est là justement juste pour porter et qui normalement ne limite pas dans les mouvements. Voilà. Et enfin, le dernier poste qu'on a étudié, c'est le poste de technicien chantier, donc a pour objectif de tester les montages de briques lors d'essais, de lancement et de suivi de chantier pour les entreprises qui vont découvrir les produits. Donc c'est un poste que, en fait, on va retrouver d'une autre manière sur chantier, mais là, c'est côté vraiment CTMNC. Donc il y avait, plusieurs contraintes, tout ce qui va être lié au port de charge et aux postures contraignantes. On voit l'applicabilité, justement sur d'autres, métiers, on va dire, présents sur chantier. Et donc certaines problématiques, elles semblent pouvoir être corrigées par l'amélioration des conditions de travail toujours, parce que finalement, notamment dans cette condition-là, on peut trouver d'autres solutions. Sur chantier, c'est plus compliqué et dans ces cas-là, forcément, on partirait sur un exosquelette de type manutention comme le Creix. Mais honnêtement, sur la version sur chantier, ça demanderait des études beaucoup plus poussées parce que comme on n'a pas pu étudier ça sur chantier,
Les contraintes, inhérentes à ça, comme j'en ai parlé pour, les monteurs en charpente métallique, bah, forcément, ça fait qu'il y a certains exosquelettes qui sont pas envisageables et honnêtement, le CREX semble assez peu adapté dans ce cas-là. Un petit retour quand même transversal sur tout ça, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, mais finalement, en fait, pour la plupart des entreprises qu'on a visitées, des aménagements de l'espace de travail auraient pu être envisagés et pourraient être réalisés pour soulager certaines contraintes, avant même de parler d'exosquelettes. Cependant, il y a des exosquelettes qui peuvent être envisagés dans la plupart, des postes qu'on a étudiés et les modèles peuvent varier considérablement en fonction des besoins et même des entreprises, j'ai précisé. Hem, je viens nuancer ce que je viens de vous dire sur justement la compatibilité des postes. Cette compatibilité des postes est principalement valable pour les entreprises dans lesquelles nous sommes allés faire, des visites. Nous avons vu les postes. Forcément, d'une entreprise à une autre, les postes sont très différents et donc ça, c'est important de le prendre en compte dans le choix de l'exosquelette parce que ça va faire qu'on va plutôt aller vers un modèle qu'un autre parce que, bah, peut-être que dans une autre entreprise, c'est pas tout à fait ça qu'il faut aller soulager ou pas tout à fait de cette manière-là. C'est pour ça aussi que là, on a présenté des modèles assez, généraux qui sont des bons exosquelettes, donc qui pourraient être intéressants, mais ça ne dit pas que forcément, là, on a parlé plusieurs fois du Live Suite, qu'il faut absolument mettre le Live Suite dans tout cela. C'est pas forcément ce qui serait le plus pertinent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est compatible et que c'est possible de le faire. Il y a moyen de trouver quelque chose qui puisse soulager, notamment par le biais des exosquelettes. Je reviendrai notamment sur ça à la fin. Donc voilà pour la partie, on va dire, étude de terrain, sur les postes en tant que tels et bon, est-ce que vraiment on peut considérer qu'un exosquelette peut être compatible avec, le secteur, de la construction? On voit que oui, c'est possible. Et là, je vais arriver sur la deuxième partie, de notre étude, tout ce qui va être lié à l'attractivité et les exosquelettes. Si dans un premier temps, je parle de la perception des entreprises, notamment sur l'attractivité des métiers, pour donner quand même déjà un avis premier sur, déjà ça avant même parler d'exosquelettes et ben, la plupart des entreprises trouvent qu'elles ont quand même une, bonne attractivité, qu'elles rencontrent quand même des difficultés de recrutement, et ça pour plusieurs raisons. Donc parmi les raisons qu'on nous a citées le plus, ça va être les conditions de travail, par exemple, qui vont découler donc du travail en extérieur, la cadence, le manque de modernité. La notoriété aussi des entreprises et des métiers, le fait que, bah, il y a des métiers qui sont considérés comme difficiles, il y a des entreprises qui sont considérées plus positivement que d'autres et donc, bah, pour certains métiers, on manque d'apprenants dans certaines filières, donc forcément ça raréfarie ça rend rare, pardon, les talents et donc potentiellement, la main-d'œuvre pour certains postes. Également l'organisation de travail, que ce soit par le biais du style de management, des horaires, est-ce qu'il y a des déplacements et la fréquence d'entre eux. Et également la question, qui revient toujours, la question du salaire, qui sont généralement jugés trop bas. Également, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, la rareté des compétences requises. Outre le nombre d'apprenants, il y a aussi, ceux qui n'ont pas forcément toutes les compétences qu'on va venir chercher, pour certains postes et donc ce qui restreint encore le nombre de candidats, disponibles. On leur a demandé, donc ça c'était pour le côté attractivité, ce qui leur semble être limitant et en tout cas qui expliquerait pourquoi ils peuvent avoir des difficultés de recrutement. Également, on leur a demandé, bah, eux, quels étaient leurs critères? Sur quoi est-ce qu'ils se basent quand ils veulent, hem, recruter quelqu'un? Et donc généralement, ce qui était le plus déterminant, c'était la motivation du candidat, la capacité à travailler en collaboration, on est sur des métiers généralement qui travaillent en équipe, le savoir-être et le salaire demandé. Ce qui est intéressant, c'est que, on est allé demander, bah, justement, vu qu'on s'intéresse à l'attractivité, que ce soit par le biais du maintien dans l'emploi, des jeunes, ou de la féminisation et ben, on est allé demander: «Est-ce qu'il y a une distinction qui est faite par rapport à l'âge ou par rapport au sexe?» et globalement, pour la majorité, on nous a répondu que c'était pas du tout un critère. On nous a exprimé quand même quelques réticences liées à la résistance physique des femmes. Je vais citer, du coup, cette personne qui a dit, «On a déjà essayé, mais elles sont moins résistantes physiquement, moins solides et pour certains postes moins pénibles, elles pourraient». Parce que du coup, vont avoir une difficulté d'après eux à rester dans cet emploi-là et donc autant
prendre un homme qui serait plus susceptible de rester plus longtemps. Les jeunes aussi qui seraient favorisés parce que du coup, bah, on cherche à pallier le vieillissement du personnel ou à l'inverse, qui peuvent être parfois défavorisés parce qu'ils ont du mal à les fidéliser, parce que, on les trouve moins endurants physiquement qu'avant, ce genre de choses-là et donc voilà, peut y avoir des écarts. Mais c'est pas un critère de recrutement d'avoir un homme, par exemple, d'un certain âge. On n'est pas du tout là-dedans. Dernier point sur l'attractivité, on leur a demandé, quels seraient les leviers que vous souhaiteriez, pour vous, pour améliorer votre attractivité. Donc le premier levier, c'est l'amélioration des conditions de travail pour, la moitié des entreprises, interrogées. Tout ce qui va être lié, au salaire et avantages et enfin, dans une moindre mesure, tout ce qui va être lié à l'organisation de travail, l'image de l'entreprise et les locaux et cetera. Donc ça, c'était sur la partie attractivité des métiers, donc pour les métiers, les 8 métiers, qu'on a étudiés, là, dans le cadre de ce projet-là. Si maintenant on s'intéresse à la perception des exosquelettes, donc qu'est-ce que pensent ces entreprises des exosquelettes? On se rend compte que la quasi-totalité des entreprises sont intéressées par ce sujet-là, que pour eux, les exosquelettes, ça pourrait être un recrutement pour les jeunes mais pas forcément. Pourquoi? Parce que du côté positif, qui dirait que oui, c'est une aide au recrutement des jeunes et ben, ça montre qu'on veut prendre soin de leur santé, les jeunes, ils aiment bien, la nouveauté, la modernité, la technologie et à l'inverse, ceux qui pensent que ça va pas forcément améliorer l'attractivité vont plutôt aller dire, que c'est parce qu'ils sont en forme, ils manquent de perspective sur l'utilisation, ils supportent mieux la pénibilité et ne se rendent pas compte que ça pourrait leur servir. Ça, c'est ce qu'on va, souvent rencontrer avec, des jeunes qui vont nous dire, «Oui, non, mais moi ça va, j'ai pas mal au dos, j'ai pas besoin de faire, ces gestes et postures-là, par exemple, parce que, bah, moi ça va» et en fait, on sait qu'au fur et à mesure, ça n'ira pas. Mais faut qu'ils prennent aussi conscience, que ce sont des métiers, bah, à effort et donc il faut, se préserver au maximum, si on veut, continuer son métier le plus longtemps possible. Également, si on leur demande, bah, est-ce que les exosquelettes, ça pourrait être une aide au recrutement des femmes? On retrouve encore un avis qui est mitigé. Du côté de ceux qui pensent que ça pourrait aider, eh ben, oui, parce que ça va aider à lever certaines contraintes physiques. Donc, là, la citation, «Le frein de base, c'est le poids», effectivement. Et pour ceux qui, à l'inverse, pensent que ça va pas forcément aider, par plus de problèmes de société et qu'on est dans un milieu, quand on parle du secteur de la construction, qui est très masculin et donc que, c'est plutôt culturel que les femmes, naturellement, n'aillent pas vers ce type de métier-là et c'est pas parce qu'on met un exosquelette qu'il y a des femmes qui se diraient qu'en fait, bah, moi je pourrais aussi faire ce type de métier-là. Enfin, lorsqu'on parle, de, recrutement de personnes avec des fragilités physiques, là, pour le coup, on a un avis qui est unanime, l'exosquelette aiderait. En fait, pour eux, tout système qui permettrait de réduire la pénibilité pourrait aider et donc ça permettrait surtout de fidéliser les employés et de les maintenir dans l'emploi. Donc on retrouve encore cette idée-là. Enfin, pour améliorer l'attractivité, il y a plusieurs autres aspects qui sont, importants à prendre en compte. On l'a déjà cité, mais tout ce qui va être qualité de vie au travail, le salaire, les autres avantages, l'image, l'organisation du travail, les infrastructures, tout ça, effectivement, ça reste quand même important, pour eux, enfin important aussi pour tout ce qui va être levier au recrutement. Si maintenant je m'intéresse aux apprenants et que je m'intéresse à l'attractivité des métiers, on leur a demandé: «Mais qu'est-ce qui vous attire dans les métiers de votre filière?» Donc ça, c'est à travers, on est allé voir, si vous voulez, là, on s'est concentré, sur, les compagnons du devoir, et on est allé demander, bah, donc: «Qu'est-ce qui vous attire le plus dans vos métiers?» Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment l'aspect concret, donc on va retrouver le travail de la matière, le savoir-faire, la satisfaction de la réalisation, le fait de faire un travail manuel. Mais aussi on va retrouver tout ce qui va être lié à l'environnement dynamique, l'environnement de travail dynamique et varié, donc on va avoir une diversité de projets, on va pouvoir, utiliser sa créativité, ce genre de choses. Et si maintenant ah pardon, on leur a demandé qu'est-ce qui les attire. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, même s'ils sont dans ces filières-là, bah, qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui, eux, leur fait le plus peur, on va dire, par rapport à leur futur, potentiel métier? Et en fait, on voit que
les freins qui sont cités sont similaires à ceux qui vont entraîner des difficultés de recrutement. Heu, Notamment, on va retrouver, tout ce qui va être risque pour la santé TMS, les conditions météorologiques, le fait de devoir travailler, sous la pluie, sous la neige. On va retrouver également le risque d'accident de travail, donc ce genre de choses. Ce qui est encourageant, c'est qu'on voit quand même qu'il y en a 30 qui ont répondu qu'il y a rien qui les freine, donc ce qui veut dire que quand même, ce n'est pas un frein à ce qu'ils aillent, au bout. Hem Et donc du coup, si les troubles la crainte, pour la santé et d'accidents de travail, finalement, c'est les principales, préoccupations, qu'on a retrouvées dans cette étude, ça voit qu'on a besoin, d'avoir une solution qui va améliorer la sécurité et la santé des travailleurs. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le côté sécurité et santé qu'on pourrait avoir avec, certains dispositifs. Si maintenant on leur demande: «OK, mais qu'est-ce que vous pensez des exosquelettes?» Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y en a assez peu qui connaissent les exosquelettes. Il y en a un tiers qui n'en avait jamais entendu parler et pour ceux qui en avaient connaissance, donc pour les 2 tiers qui avaient déjà juste entendu le mot exosquelette, en fait, on a remarqué que l'écrasante majorité n'en avait jamais vu ou testé, enfin n'en avait jamais vu et aucun, n'en avait testé. D'où il montre bien que c'est pas arrivé jusque-là et c'est pas forcément quelque chose que, les apprenants, connaissent énormément. Par contre, on leur a demandé on leur a posé plusieurs questions et ce qui est ressorti de cette partie-là de l'étude, c'est que, ils auraient quand même une image qui serait positive ou en tout cas, au pire, neutre des entreprises qui l'utiliseraient. On a un peu plus de la moitié qui pense que, ça donnerait une image positive, la moitié qui n'aurait pas d'avis, ça changerait rien et on n'a que 4 des répondants qui ont dit que ça aurait plutôt, heu, une image, négative. Au niveau de l'attractivité pour la majorité des étudiants qu'on a interrogés, donc 72 pour ressortir le pourcentage, les exosquelettes n'ont pas d'impact sur l'attractivité des métiers. Pour ceux qui au contraire, donc les 13 qui pensent qu'il y aurait plus d'attractivité, pour eux, en fait, ça veut dire que, que l'entreprise sera plus attractive pour eux. Je reprécise ma phrase parce que c'était peut-être pas très clair. Hem Là, la question, c'était en gros 72 des jeunes, enfin des étudiants interrogés, pour eux, ça ne rendrait pas une entreprise plus attractive qu'une autre. Dans 13 des cas, au contraire, ça va être plus intéressant, ça va rendre l'entreprise plus attractive pour eux, parce que l'entreprise, pour eux, s'intéresse aux conditions de travail, parce qu'ils sont curieux de tester, parce que du coup, ça montre une image, d'entreprise innovante et l'idée reçue qui serait forcément moins fatiguée. Enfin l'idée reçue, non, c'est le but final aussi. Par contre, résultat assez intéressant qu'on n'a pas forcément vu autre part, dans notre secteur, on a quand même 15 des étudiants, qui disent qu'au contraire, ça perdrait en attractivité parce qu'en fait, ils pensent qu'ils en ont pas besoin. Donc on recoupe avec ce que je disais un peu plus tôt, du fait qu'ils sont pas forcément conscients de l'impact des efforts de ce type de métier-là sur leur corps et surtout, à terme, donc pas là, à court terme, mais à long terme, dans ces secteurs-là. Ils craignent également de perdre du muscle ou de la force, et ça, c'est une idée reçue. J'aurais pu en parler un peu plus tôt dans ma petite slide où j'en parlais, parce que c'est une idée reçue. Aujourd'hui, il y a des études, qui ont montré que l'atrophie musculaire n'était pas une conséquence des exosquelettes, surtout quand on parle de dispositifs passifs, donc textiles, parce qu'en fait, le corps continue de faire les efforts. Effectivement, quelqu'un qui est extrêmement musclé va peut-être perdre un petit peu de muscle quand même, mais la personne, moyenne ne perdra pas de muscle avec ça et ne perdra pas de force à travers ça. Ça, c'est une idée reçue et aussi la peur qu'on leur impose. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a eu beaucoup de débats autour du fait de est-ce qu'un exosquelette doit devenir un EPI, par exemple? Et ça, c'est quelque chose que, à travers, notre expérience des exosquelettes, on peut vous dire, n'imposez jamais, un exosquelette. Un exosquelette doit être utilisé sur la base du volontariat, quoi qu'il arrive, heu, parce que, on sait d'office que c'est un échec. C'est-à-dire qu'en outre que la personne va arrêter de l'utiliser si on lui force à l'utiliser, en fait, on se rend compte que les personnes généralement, du coup, finissent par mal l'utiliser, et ce qui peut créer, là, pour le coup, des efforts supplémentaires pour la personne et donc, en fait, empirer les efforts plutôt que les améliorer. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure avec l'importance, de bien mettre en place l'exosquelette. C'est que, quand c'est mal mis en place ou quand c'est un exosquelette qui est pas pertinent,
ça reste qu'un dispositif qui est sur le corps des opérateurs et qui donc peut avoir un impact sur leur santé et leur intégrité physique. Et ça, faut le garder en tête. Donc forcément, bah, si, quelqu'un, ne veut pas porter un exosquelette et qu'on lui fait porter, il va forcément, à un moment ou un autre, faire une erreur et donc peut avoir répercussion à terme. Je pense notamment à tout ce qui va être mauvais réglage qui, vont amener des sursollicitations à certains endroits. Hem, donc en fait, on se rend compte que pour ceux qui pensent que, le fait d'avoir un exosquelette, une entreprise, elle est moins attractive, en fait, il y a quand même en fait, je suis en train de me dire, tous les critères que là j'ai notés, sont des critères qui sont basés sur les idées reçues parce que c'est pas ils en ont forcément besoin si ça a été mis en place, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait des contraintes qui étaient importantes. Ils ne vont pas perdre, du muscle et si on suit, la norme d'intégration et les recommandations, de toutes les personnes qui travaillent sur le sujet, on sait qu'il ne faut pas imposer un exosquelette, donc ça ne devrait pas arriver. Dans tous les cas, on se rend compte donc que les exosquelettes, ils aideraient à répondre à la majorité des, préoccupations des apprenants, mais qu'il faut continuer à sensibiliser et à former pour démystifier les idées reçues et maximiser l'acceptation et l'intérêt pour cette technologie. Pardon. Pour conclure, donc les enjeux de l'amélioration des conditions de travail, ils sont multiples. Ça va de la réduction de la pénibilité à la prévention des troubles musculo-squelettiques, à la baisse des arrêts maladie et forcément cette étude, elle a prouvé aussi que, hem les conditions de travail contraignantes sont un obstacle à l'attractivité de certains métiers. Et dans un contexte où le recrutement il est souvent difficile, notamment dans ce secteur-là, et où les contraintes physiques sont importantes, il faut se demander si les exosquelettes ils pourraient pas avoir un impact positif sur ces métiers-là. Et quand on voit les résultats sur l'attractivité, donc avec la quasi-totalité des entreprises qui est intéressée par le sujet, on voit bien qu'il y a un intérêt derrière ça et que il y a des choses à faire et que c'est prometteur comme technologie sur ce secteur-là. Notamment, donc on pourrait voir qu'il y aurait un impact à travers la fidélisation des employés, parce que les personnes vont rester plus longtemps, le maintien dans l'emploi, mais aussi l'image qu'ils vont avoir de l'entreprise. Tout ça me fait arriver sur la suite. J'ai dit: «Je vous en parlerai un petit peu plus tard», parce que du coup, j'ai dit: «Les postes de travail, finalement, ça a été une étude de compatibilité». L'idée, c'était juste de voir est-ce que ça semblerait être possible ou pas? C'est un peu frustrant de s'arrêter là et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté avec les partenaires un second projet, donc qui s'appelle EtsaTrack 2, qu'on a lancé cette année. Donc je suis en train actuellement de travailler sur ce projet-là, qu'on devrait terminer fin 2026, donc avec des résultats en 2027, probablement un webinaire également, où l'idée, c'est d'aller valider ces résultats par l'expérimentation. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser encore une fois à l'attractivité, mais déjà, on va mettre en place les exosquelettes dans les entreprises. On va tester des exosquelettes pour voir si vraiment ça fonctionne. L'idée, c'est de vous donner, si vous voulez, le cahier des charges de l'exosquelette parfait à la fin et que, comme on dit, on ne va pas recommander un exosquelette particulier parce que ça dépend des entreprises, mais surtout, l'avancée technologique rendrait notre étude caduque au bout de quelques temps. Et donc, là, c'est validé par l'expérimentation et ce qui est très intéressant pour nous et qui fait qu'on va pouvoir mettre un pied côté chantier également, qui est quand même une grosse partie de la construction, c'est qu'on fait ça avec le soutien de l'OPP-BTP et donc on va forcément inclure, un peu plus cette partie-là dans le prochain projet. Donc voilà, donc j'espère, heu, qu'on pourra confirmer nos résultats, mais surtout qu'on pourra un petit peu avancer et rendre ça un peu plus, pratico-pratique. Voilà, j'ai beaucoup parlé et j'ai dépassé le temps, mais je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez, des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et sinon vous avez mon mail, j'y répondrai avec plaisir, et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci Manon. Alors, est-ce que nous avons des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein, surtout, on a un peu de temps. Ou peut-être des compléments. En attendant, moi, je peux vous dire que cette étude, en fait, elle a fait l'objet d'un rapport, la première partie de cette étude dont vient de parler Manon, qui est disponible sur le site MECD, que vous trouverez dans la partie Concept Lab. Et puis, on attend le prochain opus, fin 2026.
Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Non, je pense que on va pouvoir conclure. Justine, un petit mot ou... Merci Manon pour cette présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas terminé. C'était une ouverture et une façon d'aborder le sujet des exosquelettes dans la construction, mais on continue de travailler sur le sujet pour que ça soit le plus complet possible et qu'on puisse avancer aussi en fonction des évolutions. Comme l'a dit Manon, c'est une technologie qui bouge assez vite. Donc voilà, on reste prudent et actif sur le sujet pour être à jour. Merci. Alors, j'en profite pour faire la publicité du prochain webinaire externe qui aura lieu le 6 novembre. Je n'ai pas la date, enfin, j'ai pas le titre précis, mais ce sera sur les matériaux, les produits biosourcés, géosourcés. Voilà, donc on vous informera de tout ça sur les réseaux sociaux, sur le site et tout moyen de communication. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure. Je vous remercie tous d'avoir participé et écouté ce webinaire avec attention. Et puis à la prochaine, au prochain webinaire. Au revoir. Merci, au revoir.